Pour se démarquer lors d'une entrevue, déjà, il faut décrocher l'entrevue. Oui. Ah C'est oui. clair. Ça passe donc par un premier filtre, Oui. qui est que ton CV doit être en phase avec l'offre d'emploi. Pour les personnes qui sont seules, les porteurs de projets qui sont seuls, je suis ce partenaire-là qui les aide à structurer leur vision et transformer une roadmap floue en une suite d'exécution. Quand tu soumets un projet, quand tu prends une approche traditionnelle, tu attends peut-être 6 mois. Si le projet va prendre 6 mois, tu attends 6 mois avant d'avoir le résultat de ton projet. Parce qu'on va prendre peut-être un mois pour faire la conception, un autre mois pour faire, tu vois. Chaque étape au fur et à mesure. Oui. Voilà. Maintenant, l'approche agile, vu que l'autre, elle est adaptative et itérative, elle te permet rapidement de se dire, hey, on va se poser les bonnes questions. Oui. C'est quoi le plus petit bout qui apporte de la valeur à ton client? Oui. On met le focus dessus, puis on se donne peut-être 3 semaines pour te sortir quelque chose au lieu de te dire que attends 6 mois. Voilà. On a un entrepreneur avec une superbe idée. Okay? Lui, ce qu'il veut faire, c'est louer des livres de développement personnel partout au Québec. Il a besoin d'une application robuste pour tracer ses stocks et garantir une transparence totale sur les locations. Avec ton double profil d'analyste, programmeur et aussi de Scrum Master, alors comment est-ce que tu peux l'accompagner concrètement pour qu'il passe de son idée au lancement de manière qualitative? Bienvenue dans le réseau. Alors, aujourd'hui, je suis avec Candy Leroy qui va nous parler d'un sujet très important, un sujet que j'attendais depuis longtemps. Donc, Candy, aujourd'hui, tu vas nous parler de quoi? Aujourd'hui, je vais parler de mon rôle de Scrum Master, Wow. mais aussi Mhm. de mon background d'analyste programmeur. OK. Le tout dans la gestion de projets en mode agile. Wow. On va parler de Scrum Master, analyste programmeur, puis gestion de projet en mode agile. Exact. 3 axes qui vont dicter un peu la vidéo d'aujourd'hui. Mais on va commencer d'abord par savoir se situer. Comment tu en es arrivé là? Alors, c'est quoi ton parcours? OK. Après ma maîtrise en génie logiciel, Mhm. j'ai été analyste programmeur Mhm. pendant environ 5 ans. Oui, Donc, j'ai codé, testé et livré des fonctionnalités pour différents projets. d'accord. C'est donc là que j'ai compris quelque chose qui était que la réussite d'un projet Mhm. ne dépend pas forcément des compétences des personnes qui exécutent le projet, mais surtout de la structure, Mhm. des façons de faire, Mhm. des processus Mhm. et le cadre de collaboration qui sont mis en place. OK. Ceci étant dit, j'étais arrivé à un moment de ma vie où il fallait que je prenne justement une décision. Oui. Alors, j'ai fini par cesser d'être la personne qui exécute pour passer à la personne qui aide les équipes Mhm. à mieux délivrer. Hmm. C'est là que je suis devenu Scrum Master. Scrum Master. Donc, après ces 5 ans-là, Oui, ça fait encore 5 autres années de plus OK. que je passe au quotidien pour accompagner les porteurs de projets, Hmm. qu'ils soient seuls ou en équipe, à reprendre le contrôle de leur projet, peu importe le domaine. OK. Donc, je vais clarifier un peu. Pour les personnes qui sont seules, les porteurs de projets qui sont seuls, Mhm. je suis ce partenaire-là Mhm. qui les aide à structurer leur vision et transformer une roadmap floue en une suite d'exécution de manière itérative. Intéressant. Et à côté, pour les équipes, je les aide à s'auto-organiser, OK. à améliorer leur processus et les façons de faire Mhm. pour justement livrer en continu de la valeur. D'accord. Donc voilà en quelques étapes clés mon parcours de mes 10 ans de carrière. 10 ans. C'est énorme. C'est énorme. Et comment j'apporte de la valeur aux gens quotidiennement. Nice. Ça, c'est intéressant. Il y a eu beaucoup de mots-clés qui sont passés. J'espère les avoir tous retenus. Euh, on a parlé de analyste. OK. Donc, tu as été analyste pendant 5 ans, Exact. analyste programmeur.
C'est quoi vraiment être analyste programmeur? Parfait. Être analyste programmeur, tel que le terme le dit, tu analyses, tu programmes. D'accord. Il y a certaines responsabilités qui viennent avec ça. On parle souvent du besoin de l'utilisateur. OK? Mhm. Quand tu es analyste programmeur, tu dois pouvoir recueillir les besoins de l'utilisateur. Tu dois pouvoir analyser ce besoin-là. Mhm. Tu dois pouvoir faire une conception architecturale technique Mhm. de ce besoin. Mhm. Tu dois pouvoir apporter des solutions techniques à ce besoin. Et cette solution-là, tu dois pouvoir la coder. OK. Maintenant, ce n'est pas fini. Une fois que tu codes cette solution, il faut que tu puisses aussi le tester Mhm. et le livrer à ton client. OK. Voilà, donc en grosso modo, un analyste programmeur, qu'est-ce qu'il fait? Ou bien c'est quoi ses rôles et responsabilités? C'est d'analyser analyser le besoin de l'utilisateur, Mhm. concevoir une solution architecturale, coder cette solution, tester, livrer. C'est très technique. Très, très technique. Ce que j'entends souvent, parce que c'est le domaine du code, de l'informatique, il y a, il y a les codeurs, mais du coup, est-ce que tous ceux qui ont fait, par exemple, du coding ou bien de l'informatique peuvent être sont analystes programmeurs? En fait, c'est un abus de langage quand on dit codeur Voilà, ou bien programmeur. Ou bien des programmeur. fois, les gens veulent aller vite, fait qu'ils disent, ah, il est programmeur, il est Oui, codeur. ouais. Parce que en disant ça, on ampute un peu la partie où il y a la réflexion, il y a l'analyse qui vient avec. Mhm. Mais c'est un raccourci qui permet d'aller beaucoup plus vite quand on dit Mhm. programmeur. Mais il ne faut pas oublier qu'en arrière, c'est Mhm. des gens qui analysent beaucoup, qui font Mhm. beaucoup de conception Mhm. avant d'apporter la solution technique à coder ou à programmer. Ok, parfait. Là, justement, tu as dit la solution technique à coder ou à programmer. Exact. Moi, je veux savoir, est-ce que l'analyste programmeur, il fait que ce qui est technique ou bien il peut ajouter une touche d'esthétique aussi? Justement, il peut ajouter une touche d'esthétique aussi. Pourquoi? Parce que la solution à apporter Mhm. au problème auquel il veut apporter une solution, ok, Mhm. elle peut passer aussi par des interfaces. Ben oui, exactement. Justement, donc il faut mettre en place cette interface-là. Mhm. Maintenant, tu vas me demander, est-ce que c'est lui qui va le designer? Mhm. Oui, il peut arriver des moments où il peut le designer ou bien proposer un design Au à la client. solution. Mhm. Par contre, c'est des rôles qui sont réservés à d'autres personnes aussi. Oh, d'accord. Mais il faut que l'analyste programmeur puisse comprendre ces rôles-là aussi Oui, pour pouvoir justement l'apporter quand cette personne-là ne fait pas partie de l'équipe directement. magnifique, magnifique. Beaucoup de polyvalence. Exact. Parce que comme tu as dit, analyste, puis programmation. Donc, il va chercher le besoin du client, tatati tatata. Il a comme un questionnaire qu'il pose au client pour faire ses recherches. Oui. Là, si tu dis questionnaire, c'est comme s'il y a un canevas et tout ça là, mais Ouais, il y a une manière de procéder justement. ok. OK? Et tu vas voir que la plupart du temps, dans les grandes entreprises, c'est pas directement le rôle du développeur ou bien de l'analyste programmeur pour aller faire ça. OK? Hmm, Parce qu'il y a des gens spécialisés pour aller recueillir les besoins de l'utilisateur mhm, indirectement. mhm. Mais il faut que l'analyste programmeur puisse le faire aussi. Donc, il faut qu'il connaisse au moins les B.A.-ba. Oui, C'est-à-dire, comment poser les bonnes questions au client, ta yes, solution, c'est pour faire yes, quoi, c'est quoi yes. la valeur ajoutée, tu l'as vu comment, dans quel délai, c'est quoi ta niche, les utilisateurs, est-ce que c'est des hommes, des Des femmes, est-ce que femmes. c'est des entrepreneurs, est-ce que c'est des... Donc, c'est tous ces éléments-là qu'il va aller chercher à travers des petites questions. Magnifique. Là, ça me ramène à ma deuxième question Vas-y. qui est, tout ça, c'est des compétences intéressantes qu'il faut que tu saches vendre. Donc, Exact. comment un gars qui sort de l'université, de la maîtrise ou du bac en programmation, par exemple, peut se démarquer lors d'une entrevue pour être analyste programmeur? OK. Euh, pour se démarquer lors d'une entrevue, déjà, il faut décrocher l'entrevue. Oui. Ah C'est oui, clair. ça passe donc par un premier filtre, Oui. qui est que ton CV doit être en phase avec l'offre d'emploi. OK. C'est-à-dire, il faut que certains thèmes techniques qui sont attendus au niveau de l'offre d'emploi Mhm. se retrouvent un peu dans ton CV.
Hmm. Mais pas que. Il faut que tu arrives à les démontrer surtout. Oui. Mhm. OK? Donc, on a parlé du premier filtre qui est de les bons termes et Oui, tout au c'est niveau. ça. Parfait. Ça te permet de passer le premier filtre au niveau des RH. Au niveau des RH. OK? OK. Parce qu'il y a un premier tri qui est fait. Si tu passes ce filtre-là, il y a la partie où tu dois pouvoir confirmer tes compétences. Donc, tu vas passer un test technique. OK. Ils te font faire un test de programmation. Ils te font faire un test de programmation basé OK. sur certaines, certains exercices techniques, pratico-pratiques. OK. OK? Et pour ça, par exemple, moi, je recommanderais souvent aux gens d'utiliser certaines plateformes qui existent en ligne pour Mhm. justement mettre en pratique ces Hmm. compétences. Il y Mhm. a par exemple Coding Game, OK. OK, que la plupart des employeurs utilisent justement pour tester les capacités techniques des Hmm. analystes programmeurs. OK. Donc, ça, c'est le deuxième filtre. Oui. Donc, une fois que tu réussis ça, ça veut dire que tu as comme ton passe-droit pour avoir l'entrevue peut-être physique avec des personnes. Quoi? Oui. Donc, tu dois passer ces 2 filtres-là avant même d'avoir une entrevue? Je te dirais qu'une entreprise qui se respecte Oui. doit passer par là. OK. OK? Waouh! Waouh, waouh. Et là, j'en parle aussi parce que j'ai eu la chance de vivre Mhm. ce genre de situation en tant qu'analyste programmeur qui cherche du boulot, Mais oui. en tant que Scrum Master qui faisait partie d'une équipe qui passe en entrevue des analystes programmeurs. Ah, tu as vu les 2 faces, en fait. J'ai eu les 2 phases, mais il y a aussi une troisième phase que j'ai eue qui est que j'ai déjà accompagné certains développeurs dans ce processus-là pour qu'ils puissent réussir leur entrevue. Ah, les gars, voilà une ressource que vous avez, donc restez branchés. OK, nice, super. Exactement. Donc, si on revient, ça veut dire que tu as passé ces filtres-là, tu te retrouves devant maintenant, heu, soit c'est une personne, mais généralement, c'est 2 Oui, ou 3 personnes. 2 ou 3 OK? personnes, oui. Et dans ces 2 ou 3 personnes-là, il y a quelqu'un qui est le représentant technique. Mmh, Souvent, c'est le tech lead. OK. OK? Donc, lui va essayer de poser des questions techniques pour voir un peu comment tu réfléchis, comment Mhm, tu analyses, comment tu abordes les situations. mhm. OK. Il y aura aussi du côté de gestion, soit une ou deux personnes, OK, en plus du tech lead. Donc, c'est là, par exemple, que moi, j'ai déjà participé en tant que Scrum Master. oui. Parce que moi, ma responsabilité là, c'est de voir est-ce que la personne que j'ai en avant de moi, bien sûr, il a les compétences techniques qu'il faut Mhm, pour développer ou bien pour être analyste programmeur, mhm. mais est-ce qu'il a le mindset nécessaire? Est-ce qu'il a les compétences interpersonnelles nécessaires pour intégrer l'équipe dans laquelle on va aller le greffer? Magnifique, magnifique, magnifique. OK, d'accord. Donc, il faut se préparer et de manière technique et Oui, de manière aussi à vendre ses habilités, ses c'est soft ça, skills. Voilà. d'accord. Maintenant, une fois que tu passes ça, tu as tout gagné. Tu avais dit qu'il y avait 3 personnes. C'est qui la troisième personne? La troisième personne, c'est soit un chef d'équipe Ouais, qui, lui, bon, est le responsable de l'équipe en général, OK. mais souvent, les chefs d'équipe se basent un peu plus sur les avis du Scrum Master, du Et du représentant tech lead, technique oui. pour prendre sa décision. C'est bon, ça c'est une vraie sélection. En Ah oui, plus d'avoir carburé à l'université, parce que je sais que programmer, c'est pas pour tout le monde. c'est pas pour tout le monde. Même si ça peut s'apprendre. Ça peut s'apprendre, je pense. Ça peut s'apprendre, ça peut s'apprendre. Et tu vas voir que, par exemple, le domaine de l'informatique, le génie logiciel, Oui. c'est un domaine où tu n'as pas forcément besoin d'aller à l'école pour pouvoir savoir exercer dedans. Il y a des gens qui sont autodidactes, mais qui sont super bons dans ce qu'ils font, Hmm, tu vois? Et donc là, on a parlé un peu de l'entrevue et tout ça, mais je vais profiter aussi pour donner des tips aux gens, par exemple, OK? Justement, supposons quelqu'un qui n'a pas fait les grandes études oui, avec les trucs qu'il faut, il y oui, a un moyen très simple pour pouvoir accéder en tant qu'analyste programmeur. ok, Travaille sur des projets, ok. documente-les, OK? Et ces projets-là, il faut que tu arrives à les mettre en valeur dans ton CV, Hmm, tu vois? mhm, Parce que moi, en tant qu'analyste, en tant que Scrum Master, quand je prends un CV, il y a certaines choses auxquelles je m'attends. Oui, les compétences,
mais au moins déjà à partir du CV, je veux pouvoir voir est-ce qu'il a déjà eu à travailler sur certains projets. Ces projets-là, est-ce qu'il a donné une référence? OK. Parce qu'il y a des moyens pour. Donc, il y a par exemple des gestionnaires de code en Oui. ligne où tu peux aller pousser le code de certains de tes projets. OK. Ce qui fait que si tu mets ces liens-là, moi, je peux aller voir directement, voir que, telle personne, il a déjà travaillé sur certains projets, il a mis ses projets, les codes sources sur une plateforme que je peux Oui. aller voir Oui. directement. Et Oui. donc, ça va faire la différence entre lui et quelqu'un d'autre qui n'a rien mis. OK, on a Voilà. un autre moyen pour intégrer. Waouh! OK, c'est intéressant. Voilà. Mais du coup, là, quand tu as parlé d'entrevue, après les 3 filtres, il reste encore à faire ses preuves quand tu rentres dans l'équipe. Donc, il y a autant le côté technique, autant le côté interpersonnel, et j'adore le mot que tu as choisi qui est soft skill. Soft skill, par exemple. Donc, ma question, c'est quoi les erreurs que tu conseillerais aux juniors de prendre conscience et de faire attention? Et c'est quoi les soft skills qu'ils devraient commencer à bâtir avant l'entrevue, puis à continuer à créer dans leur nouvelle équipe? OK. Donc, les erreurs que j'ai le plus rencontrées pour les nouveaux analystes programmeurs qui intègrent des équipes, les Mhm, juniors. mhm. Déjà, pour commencer, je dirais, un junior, c'est pas pour rien qu'on l'appelle un junior. Oui, c'est Ça veut clair. dire qu'il a les compétences éclatées. Je, Ah oui, c'est ça que ça je, veut dire un junior. je m'attendais pas à ce mot, mais OK. Oui. Sinon, il serait un senior. Sinon, il sera un senior. Exact. D'accord. Donc, oui, c'est pas parce qu'il a les connaissances techniques éclatées qu'il ne Mhm. maîtrise pas la base. OK? Non, c'est ça. Donc, s'il arrive en entreprise, moi, je dirais, les erreurs que j'ai le plus vues, c'est par exemple des gens qui ont un manque de transparence OK. sur l'avancement de leurs travaux. Ouais. OK? Donc, tu vas voir un junior, par exemple, quelqu'un qui débute et tout ça, il commence quand il prend des tâches. Les premières semaines, on essaie de voir un peu comment il se débrouille. Hmm. OK? Mhm. Mais c'est un junior. Moi-même, j'ai fait aussi cette erreur. Oui. C'est que j'essaie de démontrer quelque chose. OK. OK? D'accord. Ce qui fait que j'ai du mal à exprimer les problèmes que je vivais au quotidien. C'est-à-dire, quand je suis bloqué, je me dis, hey, il faut que je fasse tout pour y arriver. OK. OK? Oui. Et donc, tu peux facilement te mettre à faire des heures sup Oui, qui ne sont pas comptabilisées. c'est Mais ça. au même moment, quand on te demande tes statuts pendant la journée, quand vous faites vos rencontres d'équipe, on te dit comment ça avance Tu sur dis ta que tout tâche et va tout bien. ça. Tu dis tout va bien, je me débrouille, t'inquiète, je suis jusqu'au bout. Le lendemain, il va encore répéter la même chose. Oui, Il vient de passer 3 jours dessus. oui, Le pire, c'est que ça commence par être source de stress. clairement. Parce que tu es tellement allé loin que tu ne peux plus revenir et dire, en fait, tu J'ai n'avais un rien pro. compris au fait. Aïe, aïe, aïe. Voilà. Oui. Donc ça, c'est un des problèmes que les gens rencontrent souvent. Mhm. Le deuxième problème que je vois aussi, c'est les problèmes d'intégration, OK. soft skill. Soft skill. Et comme je l'ai dit, quand tu es junior, on t'attend plus au niveau de comment tu intègres l'équipe, comment tu te Hmm. fonds dans l'équipe. Mhm. Donc, en tant que junior, la première des choses que tu dois surveiller quand tu rentres dans une équipe, c'est quoi le mood qu'il y a dans l'équipe? Oui, C'est quoi la vibe? Comment les gens sont? Est-ce qu'ils sont extravertis? Est-ce qu'ils sont introvertis? Comment ils s'expriment et tout ça? Et maintenant, toi, tu essaies de t'adapter un peu à ça. oui. Je ne dis pas de transformer ta manière d'être, Non. mais de rentrer un peu dans le moule. Parce que j'ai déjà vu des développeurs ou bien des juniors qui sont rentrés, mais qui n'ont pas pu s'intégrer parce qu'ils se disent, oh, ici, ils blaguent trop. Quand les gens font des blagues, ils ne font pas Oui. de blagues. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Quand des gens organisaient des petites sorties en équipe et Ils tout se mettent en ça, ils retrait. se mettaient en retrait parce qu'ils disent, oh, ils sont trop, c'est comme des enfants, machin, tout ça. Puis, naturellement, comment ça a fini? Il s'est fait rejeter par l'équipe. Pas par l'entreprise, pas Pas parce par qu'il avait les l'entreprise. compétences, Voilà, mais oui, exactement. oui, Par contre, il était vraiment très bon, sauf qu'il n'a pas pu intégrer la bonne dynamique de l'équipe. c'est Donc, ça. c'est la deuxième erreur que je vois au niveau des juniors. OK. Ouais. On ne va pas que parler des erreurs, je vais profiter pour apporter aussi des approches de solutions. Oui, bien sûr, on est là. OK.
Si on prend la première erreur, qui est la transparence, OK? Une des solutions que je conseille souvent, parce que quand un nouveau rentre, comme je le dis, ma responsabilité, c'est de s'assurer qu'il y ait une bonne collaboration au sein de l'équipe. Donc, moi, je le prépare directement à ça. Je ne veux pas attendre que le problème arrive avant de... Fait que je lui donne mes astuces que moi j'avais avant pour pouvoir y arriver. Du coup, ben, pour les problèmes transparents, je lui montre un exemple très clair qui est quand tu prends une tâche ou une réalisation, essaye déjà de faire une première analyse. Comme on l'a dit, tu fais l'analyse. Tu peux aller approcher un senior dans l'équipe Oui. et lui dire, hey, pour ma tâche, voilà comment je le pense, voilà la petite conception que je fais, voilà comment je pense implémenter la solution et tout, et tout, et tout. Qu'est-ce que Yes. tu en penses? Mm. Il va me donner son avis rapidement. OK? Maintenant, une fois que j'ai ça, moi, je vais aller coder, faire mon truc en arrière et tout. Ce qui fait que si tout se passe bien, c'est fine, ça roule. Mais si jamais je suis bloqué, je peux revenir le voir. Oui. Et étant donné qu'il est déjà au courant Oui. de ce que je compte faire, C'est il ça. est mieux disposé pour m'aider et me débloquer. Il aura déjà revu ce que tu as fait, puis il saura exactement comment te guider. Comment me guider? Maintenant, pour la deuxième erreur, qui est le fait que tu ne t'intègres pas bien, moi je dirais, quand tu arrives dans une équipe, il faut que tu t'adaptes. OK? Si tu vois, par exemple, des petites sorties, des petits trucs, regarde, tu n'es pas obligé de participer à tout, mais au moins une fois en passant. Si tu vois que c'est des gens qui envoient souvent des emojis, des trucs, je connais des équipes qui font ça. Oui. Ah oui, le matin, ils arrivent, puis même le Emoji. bonjour, c'est des emojis, là. Oui. Emoji, grosse tasse de café pour dire, je suis mal réveillé ce matin, j'ai besoin de café. Des choses comme ça. Donc, toi aussi, Yes. tranquillement, tu peux juste balancer un. C'est ça. Tu vois? Et de temps en temps, tu vas aller chercher le feedback de tes collègues. Oui. Déjà, pour aller anticiper et tâter un peu le terrain, genre, après peut-être 1 mois, 2 mois, tu essaies de voir, et puis je veux avoir des feedbacks, comment tu me trouves dans l'équipe, qu'est-ce que je peux améliorer, qu'est-ce que je peux faire. Ce qui fait que, même si les gens vont parler en arrière de toi, ils seront mal à l'aise, OK, d'aller dire des choses en arrière de toi alors que Oui. tu viens frontalement Demander un leur feedback. demander. Soft skill. Donc voilà. All right. Intéressant. Mais moi, je me pose la question en mode, est-ce que on ne devrait pas appliquer cette approche à toutes les entreprises, peu importe? Oui, bien sûr, ce n'est pas des approches qui appartiennent au monde du développement d'applications, Oui, mais c'est des soft skills c'est des soft pour skills. rentrer dans n'importe quelle équipe, peu importe oui. le domaine. C'est ça. Exact. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Intéressant. En tout cas, apprenez bien, les juniors. Vous n'êtes pas éclatés techniquement, mais il vous faut encore apprendre pour que vous soyez senior. Intéressant. Mais en tant qu'analyste programmeur, est-ce que toute ta vie, tu restes analyste programmeur? C'est quoi les perspectives d'évolution? Donc, perspective d'évolution en tant qu'analyste programmeur. Et comme tu l'as bien commencé, est-ce que tu restes toute ta vie? Je connais des développeurs qui veulent mourir développeurs. Ah ouais, Ah oui. d'accord. Et ils sont bien heureux avec ça. Ok, C'est le plus important d'ailleurs. oui, Donc, ça, c'est un cas. Quelqu'un analyse programmeur, il kiffe tellement ce qu'il fait qu'il ne veut pas changer. Pour lui, l'évolution ne se situe pas au niveau du changement de rôle, non, mais c'est plus au niveau de sa progression sur la même piste. OK? Donc, c'est de d'accord. manière horizontale. Hmm, Maintenant, à côté de ça, il y a les carriéristes. ok, Ah oui, les gens qui veulent passer tout le temps à un autre niveau. Donc, comment ça fonctionne souvent? Tu commences analyse programmeur, tu es junior, après tu passes intermédiaire, après ok, tu passes senior. ok. Même ça, ce n'est pas forcément lié au nombre d'années d'expérience, hein. Non, Je connais des gens qui ont plus d'années d'expérience, mais qui sont éclatés pareil. c'est lié à quoi alors? C'est lié à certains problèmes sous-jacents Ok, qu'ils ont traînés au cours de leur
parcours. Ok. Mais pas que aussi, parce que ça dépend aussi des projets, des problèmes que tu as. Si tu n'as jamais été sur différents projets ou si tu n'as jamais rencontré différents types de problèmes, tu ne peux pas progresser naturellement. Donc, si on met ça de côté, on prend quelqu'un qui progresse naturellement bien et qui est carriériste, tu vas voir que au début, l'analyste programmeur, il fait un peu d'analyse, il fait de la conception, il code, il teste, il livre. OK? Tout ça, c'est à bas niveau. Maintenant, quand il passe senior, il peut devenir tech lead, Oui, oui. leader technique. Donc, dans tech lead, il y a le tech, il y a le lead. Oui. Le tech, ça veut dire quelqu'un qui est assez senior pour supporter d'autres personnes, d'autres devs. Donc, la plupart du temps, ce tech lead-là, il a à sa charge une équipe un ensemble de développeurs, je peux dire 2 ou 3, environ 2 ou 3 ou 4 là, Oui. qu'il doit supporter, qu'il doit accompagner, qu'il doit leader justement. Tu vois? Et donc, ça veut dire que tu as les connaissances techniques nécessaires pour pouvoir supporter d'autres personnes qui démarrent. OK? Et pour y arriver, il faut que tu rencontres pas mal de situations que tu as pu débloquer, qui ont forgé ton expérience. Oui. Donc, tu es tech lead. Donc, en tant que tech lead, tu fais beaucoup d'analyse, Ok. OK? Tu fais beaucoup de conception aussi, Ok. mais tu fais moins de code. C'est quoi la différence? La différence, c'est que tu vas voir, par exemple, au niveau d'une équipe, il y a un tech lead et puis les développeurs. Quand un besoin rentre, le tech lead, il a cette capacité-là, justement, de par son background et ses expériences, de pouvoir avoir une idée claire de ce besoin-là. Voilà, en gros, comment on peut avoir une conception et tout ça. Et vu qu'il a un background solide, il pourra anticiper peut-être certains problèmes qui peuvent arriver pour certains types de solutions. Quelque chose qu'un junior ou quelqu'un d'intermédiaire ne peut pas voir. Ok. Tu vois? Donc, lui, il va analyser le tout. Il va faire une petite conception Oui. à bas niveau. Et après, maintenant, c'est comme s'il pré-mâchait un peu le travail au développeur qui va aller prendre Pour coder. cette tâche-là pour coder. Ok. Tu vois? D'accord. Donc, lui, il ne code plus, mais il s'occupe un peu de cette conception-là. C'est ça. Tu vois? Maintenant, après Tech Lead, après des années, tu gagnes encore beaucoup plus en compétences, en connaissances, et tu peux évoluer vers le rôle de architecte de solution. Rendu au niveau de l'architecte de solution, Architecte là, de solution. tu codes encore beaucoup moins. Ah ouais. Ok. Oui. Mais tu fais beaucoup de conception, Ok. beaucoup d'analyse, mais à haut niveau. C'est ça. À haut niveau, ça veut dire, mettons par exemple, un projet qui arrive, OK? Le projet, bien sûr, il y a plusieurs fonctionnalités qui vont être dedans, OK? Donc, en tant qu'analyste, en tant qu'architecte de solution, toi, tu vas pouvoir concevoir la grande solution dans son entièreté pour voir comment est-ce que peut-être ça s'intègre dans peut-être une solution existante, comment est-ce qu'on peut gérer la capacité, assurer le fait que la solution tienne dans le temps, en quelque sorte. Donc, toi, D'accord. tu t'occupes un peu plus de ça à haut niveau. Et Oui. maintenant, après ça, tu fais le support au niveau des tech leads pour les accompagner dans Ok. ce processus-là. Architecte. Là, Là, j'ai juste un truc en Vas-y. tête. Quand tu dis conception, pour le rendre plus vulgarisé possible, c'est quoi? Conception. OK. Je vais donner un exemple parallèle pour mieux illustrer la situation. Si tu prends la construction d'une maison, Oui. quelqu'un vient te voir et dit hey, je veux une 3 chambres salon, WC, douche interne, cuisine. C'est le besoin de l'utilisateur. L'architecte, qu'est-ce qu'il fait? Il dessine le plan. Il dessine le plan, mais pas que. Il s'assure que le plan tienne sur le sol, dépendamment du type de sol. OK? Il s'assure aussi que l'architecture tienne dans le temps aussi. Il ne va pas Oui. faire un truc bancal et puis machin, tout ça. Non, c'est Il ça. va falloir aussi que l'architecture soit peut-être ouverte à de modifications parce que le client a dit hey, pour le moment, j'ai juste le budget pour 3 chambres salon, mais je veux une dalle pour pouvoir permettre de monter ça après. D'accord, je vois mieux. Voilà, c'est Ok. là que l'architecte, de par son expérience, il pourra se dire hey, fine, il veut ça aujourd'hui, je lui fais ça, 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 ça. Oui. Et je m'assure que dans 3, 4, 5 ans, peut-être je ne serai pas là, mais peut-être qu'il va se mettre à jouer un peu dans son truc. Au moins, ça va tenir beaucoup plus que ce qu'il a demandé. Donc, l'architecte, il peut définir ça en tant que tel. Donc, la conception se trouve comme ça aussi au niveau de développement d'applications. Voilà pourquoi tu as dit
Lui, il s'occupe de gérer le plan et de faire que ça soit évoluable dans le temps. Exact, Ah, d'accord, je comprends. exact. All right. Maintenant, en rapport avec ça, si on veut prendre un exemple de projet en informatique, admettons que un porteur de projet veut mettre en place un réseau social. Mhm. OK? Si tu prends un analyste programmeur junior, oui, bien sûr, il peut essayer d'anticiper certaines choses, mais il peut te mettre en place une solution, peut-être qui va être tenable aujourd'hui, Oui. mais parce que à ton jour 1, il y a peut-être juste 100 utilisateurs. Mais ce développeur-là n'a pas peut-être l'expérience nécessaire pour essayer de mettre en place de manière architecturale des choses pour supporter de la charge plus tard. Parce qu'après 1 an, si tu connais un succès fulgurant, peut-être la solution ne va pas tenir pour 1 million d'utilisateurs. C'est ça, Voilà. c'est ça. Ok, intéressant. À part tech lead, architecte, il y a quoi d'autre? À part tech lead, architecte, moi je dirais que à côté, il y a tout ce qui est la gestion. Donc, on arrive Tu vois? au Il y a tout ce fameux... qui est la gestion, Oui, ce qui fait que il y en a aussi, par exemple, qui démarrent avec analyse programmeur, oui, mais qui veulent passer à un autre niveau, un peu comme moi je l'ai fait, oui, Scrum Master. oui. Il y en a qui deviennent analystes fonctionnels. Analyse Il y en a qui fonctionnelle. deviennent analystes affaires. Ah oui, il y en a qui bifurquent complètement. Il y en a qui deviennent analystes assurance qualité. Eux, ils font des Oui. tests. Oui, 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 oui. Ça, c'est bon, ça, c'est bon. Tu parles d'assurance qualité, ça me parle un peu. OK, Dans tous les domaines, donc, on a besoin d'assurance qualité, je pense. toujours, Ouais, c'est toujours. ça. Donc, là, on revient maintenant à ton rôle actuel, Scrum Master. Tu sais, ça fait peur, ça, Scrum Master. Ça fait J'avoue que ça peur. fait joli. Quand tu dis Scrum Master, maître, Scrum, I don't know. Qu'est-ce que ça veut dire, Scrum Master? Très bonne question. Ouais, Qu'on dit le roi, Scrum Master. quand on dit le roi Scrum Master. Ça fait chic. Ça fait un maître dont on ne sait pas qu'est-ce qu'il fait, mais ok, oui, En fait, OK. Pour pouvoir mieux l'expliquer, je vais prendre ça comme ceci. Scrum Master. Si on prend Master, ça veut dire quelqu'un qui a une maîtrise oui, du Scrum. du Scrum. Maintenant, c'est quoi Scrum? C'est quoi le Scrum? Le Scrum, c'est un cadre de travail qui est léger. Ce cadre-là, il aide les personnes et les équipes à être proactifs, à être productifs, à livrer des produits de haute qualité qui sont en phase avec les besoins des utilisateurs. Maintenant, le tout, ils le font grâce à une rétroaction rapide. Ok, une OK? rétroaction rapide, d'accord. Exact. Maintenant, ça, c'est le cadre qui définit Scrum. Oui, Le Scrum Master, en général, maintenant, c'est la personne qui maîtrise assez bien ce cadre-là, qui peut l'implémenter au sein d'une entreprise en tant que telle ou bien au sein d'un projet et faciliter la gestion du projet avec ce cadre-là pour garantir le succès du du projet. projet. Magnifique. Magnifique. C'est ça un Scrum Master. Donc, concrètement, il est le facilitateur. Oui, Parfait. Pour passer d'analyste programmeur comme tu as fait et aller à Scrum Master, oui. comment tu fais ce passage? Le meilleur moyen pour Oui. moi d'accéder au rôle de Scrum Master en Oui. tant qu'analyste programmeur, Oui. c'est de le vivre dans une équipe agile. Je donne Ok. un exemple. Quand tu es analyste programmeur et tu veux passer Scrum Master, si tu vivais dans une équipe agile, tu as une bonne idée de c'est quoi un Scrum Master et Oui, qu'est-ce qu'il fait au quotidien. c'est ça. Du coup, si tu es vraiment intéressé par le rôle, Mhm. ok, tu peux commencer déjà par t'approcher de ton Scrum De ton Master Scrum Master. pour aller chercher quelques responsabilités. Hmm. C'est ce que moi j'ai fait en quelque sorte. Oui. Ok.
Le moment que j'ai décidé de passer Scrum Master, j'ai approché naturellement notre Scrum Master à l'époque. Mhm. Je lui ai fait part de ma position. Et Mhm. là, tranquillement, elle a commencé par me dédier certaines responsabilités qui sont liées au rôle de Scrum Master. Par Mhm. exemple, faciliter certaines rencontres, Mhm. mettre en place certains processus, Mhm. s'assurer que certaines façons de faire sont viables, faire de la... Mhm. Donc, en le faisant, j'ai pratiqué justement pour m'assurer que c'est quelque chose que que j'aime vraiment Oui, oui, avant oui, de oui. m'en aller là. C'est ça. Tu as voulu valider d'abord le terrain. Voilà. Ok. Maintenant, ça, c'est le meilleur des moyens, mais à part ça, il y a aussi d'autres moyens qui est le fait que tu peux aller te former, suivre des formations, passer des certifications et tout ça. Mais Mhm. après, le challenge sera quelle équipe ou bien quelle entreprise va t'accepter en tant que Scrum Master avec zéro expérience. Expérience. Je suppose que oui, comme tu le dis. Ça sert à rien d'aller faire les certifications si tu n'as pas d'expérience sur le terrain. Non. Voilà. Parce que Scrum Master, c'est un rôle qui se vit. C'est pas un rôle qu'on peut... Oui, tu peux suivre des formations, mais je te jure que, comme je l'ai dit, c'est un cadre léger. Il y a pas, tout n'est pas comme spécifié dedans. Donc, c'est en vivant des situations en entreprise que tu rencontres des situations, tu Oui. apportes des approches de solutions et tranquillement, ça rentre dans ton expérience, en quelque Parfait. sorte. Ok. Du coup, tu as parlé d'un Scrum Master, c'est lui qui gère dans un cadre qui est agile. Exact. D'accord. Quand on parle d'agile, agilité, c'est quoi? L'agilité, je dirais que c'est une philosophie. Ok. C'est un état d'esprit. D'accord. On ne fait pas de l'agilité. On est agile. On est agile. Exact. Et le meilleur moyen de l'être, c'est de se donner les moyens de pouvoir s'adapter rapidement à chaque situation. C'est ça, être agile. Simple, comme un peu dans la définition du dictionnaire, mais appliqué à un projet. C'est Exact. ça. Puis, le Scrum Master, admettons, est-ce qu'il est le seul dans une équipe agile à avoir un rôle important ou bien est-ce qu'il y a d'autres rôles? Il y a d'autres rôles, bien entendu, parce que le Scrum Master, il ne fait pas tout. Mhm. Justement, ce n'est pas lui qui exécute en tant que tel. Oui, OK? Même si on ne va pas réduire les autres à juste de simples rôles d'exécution là, mais excusez-moi le terme, mais quand je dis exécuter, souvent je veux dire ceux qui réalisent concrètement, oui, ceux qui donnent vie au projet oui. en tant que tel. OK? Mhm. Des fois, quand on dit les exécutants, c'est un peu réducteur. C'est vrai, Oui. mais c'est la clé, hein? C'est la clé pour que le Exact. projet Exact. marche. Donc, il y a plusieurs rôles qui existent. Justement, je vais parler de Scrum, OK, qui est ce cadre-là. Et Scrum, par exemple, identifie trois grands rôles au sein d'une Mhm. équipe agile. Mhm. OK? Il y a le représentant du client qui D'accord. s'appelle le product owner, Le product owner. le propriétaire du produit, Ok. en quelque sorte. OK? Il y a un deuxième rôle qui est le Scrum Master. Ok. OK? Qui est le facilitateur, Oui. qui s'assure que tous les autres membres de l'équipe aient un bon espace de collaboration, un bon espace pour pouvoir être autogéré, Mhm. être autonome et pouvoir livrer de la valeur en continu. Mhm. Maintenant, il y a un troisième rôle qui est développeurs, qui sont les développeurs. Ok. Mais ce développeur-là, ce rôle de développeur-là, ça veut dire Mhm. les gens qui développent le projet. D'accord. C'est pas juste les développeurs de côté technique, c'est pas juste analyste programmeur, OK? Donc, c'est un ensemble de responsabilités. Tu vas Mhm. voir que dans ce groupe de développeurs-là, il y a le tech lead, il y a les analystes programmeurs, il y a le designer, Le designer, ouais. il y a l'analyste fonctionnelle, il y a l'analyste affaires, D'accord. OK? Il y a les experts UX, UI. Quand je dis designer, souvent, Oui. même ça aussi, on peut les séparer en deux parce qu'il y a des gens qui sont spécialisés sur l'expérience utilisateur, UI, UX. UX. Ok. Souvent, on parle de UX, UI. Oui. OK? Donc, Ok.
on les englobe souvent dans designer graphique. Mais il y a quelqu'un qui fait juste le design graphique, mais il y a quelqu'un qui s'assure que les écrans, le flow entre les écrans est vraiment profitable à l'utilisateur. C'est lui qui s'occupe de l'expérience. Bref, à côté de ces responsabilités-là, il y a quelqu'un dont sa responsabilité, c'est de s'assurer que ce que l'analyste programmeur a développé répond bien et effectivement aux besoins de l'utilisateur. Donc, il rédige des cas d'essai pour pouvoir tester justement la solution qui a été mise en place. Donc, lui, sa responsabilité, c'est que ça. QA, assurance qualité. QA, assurance qualité. Donc, si tu prends tout cet ensemble-là, c'est ça qui est une équipe agile, Scrum. Maintenant, la responsabilité du Scrum Master, je vais revenir là-dessus, c'est de s'assurer que tous ces rôles et responsabilités-là fusionnent dans le bien du projet. Il faut que ces personnes puissent collaborer ensemble. Il faut que quand un projet rentre, le groupe soit assez autonome pour que chaque responsabilité soit couverte sur le projet. Il ne faut pas qu'on ait besoin de quelqu'un qui est externe au projet. Ok, autonome, vraiment. C'est ça. Chacun a un rôle qui fait que le projet fonctionne sans nécessairement dépendre d'une source externe. De quelqu'un d'autre, d'externe. Magnifique. Et ces rôles-là, tu vas voir, toujours dans les développeurs, on peut toujours l'élargir là. Tu peux aller voir les architectes, les DBA, les trucs et tout. Mais bon, ça, c'est des détails là. Mais en résumé, il y a 3 groupes de rôles. Il y a le Product Owner qui est souvent une seule personne, le Scrum Master qui est une seule personne et les développeurs qui sont tout un ensemble de rôles. Magnifique. Du coup, Scrum Master, c'est un gestionnaire aussi. Oui. Et je sais que tu m'avais dit qu'il ne touchait pas forcément au produit, il ne gérait pas le produit, il ne gérait pas forcément l'équipe aussi. Exact. C'est quoi ces méthodes de gestion? Parfait. En fait, comme je l'avais dit tantôt, le Scrum Master, il s'assure que le cadre est bien mis en place, compris par tous et bien respecté. Et donc, pour pouvoir le faire, il y a certaines méthodes de gestion qui existent. OK? Il y a 3 types d'approches. OK? Quand il s'agit de méthodologie de gestion de projet. Il y a une première approche qui est l'approche traditionnelle. Cette approche-là, elle est linéaire, elle est séquentielle. OK? Souvent, c'est là que tu vas entendre parler de la gestion de projet en cascade, la gestion de projet en cycle V. C'est juste une suite d'étapes qui sont interdépendantes. C'est-à-dire, tant aussi longtemps que tu n'as pas fait l'analyse, tu ne peux pas faire la conception. Tant aussi longtemps que tu n'as pas fait la conception, tu ne peux pas faire le code. Tant aussi longtemps que tu n'as pas fini le code, tu ne peux pas faire les tests. Et ça se fait comme ça de manière séquentielle. Ok, je vois. Maintenant, à côté de ça, il y a l'approche agile. Bien sûr. Qui est la deuxième approche. Cette approche-là, elle est itérative. Elle est collaborative. OK? D'accord. Et surtout, elle est adaptative. OK. C'est-à-dire que pour cette approche, tu dois définir un cycle assez court pour pouvoir faire et l'analyse, la conception, le code, le test rapidement pour avoir le retour de ton utilisateur. Tout ça en même temps? Pas en même temps, mais tu dois pouvoir te donner les moyens de le faire dans un cycle court. OK. Je vais clarifier un peu. Oui. Quand tu prends une approche traditionnelle, je prends cascade, quand on prend un projet, quand tu soumets un projet, tu attends peut-être 6 mois. Si le projet va prendre 6 mois, tu attends 6 mois avant d'avoir le résultat de ton projet. Parce qu'on va prendre peut-être 1 mois pour faire la conception, un autre mois pour faire, tu vois. Chaque étape au fur et à mesure. Voilà. Maintenant, l'approche agile, vu qu'elle elle est adaptative et itérative, elle te permet rapidement de se dire, hey, on va se poser les bonnes questions. C'est quoi le plus petit bout qui apporte de la valeur à ton client? On met le focus dessus, puis on se donne peut-être 3 semaines pour te sortir quelque chose au lieu de te dire, tu attends 6 mois. Voilà. Maintenant, il y a une troisième approche qui fait le combo des deux. C'est l'approche hybride. Et c'est cette approche hybride qui est souvent utilisée dans des entreprises, dans des grandes entreprises. OK. Donc, cette approche hybride, qu'est-ce qu'elle fait?
Elle combine l'approche traditionnelle, cascade. Mhm. Souvent, tu vas le voir au niveau de la gestion du projet à haut niveau, c'est-à-dire quand le projet arrive, on va aller voir avec les promoteurs pour voir est-ce que le projet est viable, est-ce qu'ils veulent dédier un genre de budget pour le projet, est-ce qu'il y a les contraintes légales par rapport au projet. Tout ça là, ça se fait un peu de manière séquentielle. Séquentiel, Ok, oui. ça c'est normal. Maintenant, quand il s'agit maintenant de la réalisation et de donner vie au projet, là, Oui. ça se fait de manière agile. Agile. Ok. Nice. Puis toi, c'est quoi tes préférences dans ces 3 modes? Justement, en tant qu'agiliste, Agiliste? Oui. la bonne réponse, c'est qu'il n'y a pas de meilleure méthode. D'accord. Mais il y a surtout, c'est quoi la méthode qui convient le mieux à ta situation? Magnifique. Clairement. Moi, on ne sort pas du cadre de l'agilité. Non, On s'adapte. on se donne tous les moyens. Hmm. Il y a certains projets, tu peux prendre juste cascade, puis tu vas bien l'exécuter. Hmm. Tu vois? Mhm. Alors que si jamais tu prends de l'agilité, peut-être que tu vas te perdre dans certains détails Oui. parce que le contexte du projet ne s'y prête Prête pas. pas. Ouais. Ok. Là, comme tu as dit ça, je vais essayer de te poser une question par rapport à une situation. Donc, on va dire étude de cas. OK? Pour qu'on voit concrètement comment on peut amener ce projet à la réussite en mode agile. Je vais le lire. On a un entrepreneur avec une superbe idée. OK? Lui, ce qu'il veut faire, c'est louer des livres de développement personnel partout au Québec. Il a besoin d'une application robuste pour tracer ses stocks et garantir une transparence totale sur les locations. Avec ton double profil d'analyste, programmeur et aussi de Scrum Master, alors comment est-ce que tu peux l'accompagner concrètement pour qu'il passe de son idée au lancement de manière qualitative? Parfait. Donc, je dirais que déjà, on va partir de son idée de projet, OK? Qui est toute vierge, OK? Maintenant, comme je l'ai dit au préalable au début, je suis ce partenaire-là qui peut justement accompagner les porteurs de projets Mhm, à structurer leur vision mhm, et à transformer une roadmap floue en une suite d'exécution. Parfait. Donc, première chose, on va regarder la vision. Il a une idée de ce qu'il veut. OK? mhm. Sa vision, c'est de mettre en place ce système de location de livres Oui, pour faciliter peut-être la gestion du stock, les c'est ça, sorties, les entrées, les trucs et tout. tout à fait. Fine. Une fois qu'on a structuré l'idée, on va essayer de sortir une sorte de roadmap rapide. Ok, OK? Et je vais lui présenter les deux approches possibles. yes. Excuse-moi de te couper. Vas-y. Roadmap, OK. simplifié, c'est quoi? OK. Une roadmap, c'est une feuille de route. Feuille de route. Exact. Magnifique. Ah, Ok. tu vois, ça sort des, Oui, des les termes termes techniques. anglophones, techniques, on veut que tout le monde comprenne. Donc, Exact. roadmap, c'est feuille de route. Ok, Exact. yes. Donc, on va dérouler une sorte de roadmap et on va procéder comme ceci. Au client, tu lui donnes tout ce qu'il faut, hein, le nécessaire, tu restes transparent. Je lui Mhm, présente les deux approches. Regarde. Pour ton besoin, si tu veux, je prends ton besoin, je te dis, ça va te coûter peut-être 20 000 $. Je prends ça, je disparais pendant 3 mois, puis je te livre quelque chose. D'accord. OK? Et il se peut qu'à la fin, Il bon, est- si ça convient, tant mieux pour toi. Sinon, on est mal pris parce qu'on aura perdu 3 mois. Et 20 000 $. Et 20 000 $. Voilà. Pour quelque chose qui n'a même pas eu le temps d'être validé sur le marché, pour voir est-ce que ça va fonctionner ou pas, machin, tu as déjà perdu du temps, tu as déjà perdu de l'argent. Mhm, OK. Ça, c'est une première approche. La deuxième approche, c'est que, regarde, je ne veux juste pas bouffer ton argent juste pour bouffer. oui. OK? Je vais te proposer une approche itérative. Mhm, Ton premier besoin, c'est que tu veux mettre en place quelque chose pour la gestion des locations. c'est ça. Excuse-moi encore. Vas-y, Ce mot me trotte dans la tête. vas-y. Itérative, ça veut dire quoi? Itérative, ça veut dire en boucle. Ok. OK? Pour chaque tour ou bien pour chaque parcours, Oui. tu livres quelque chose.
D'accord. et tu itères dessus. Tu Donc, tu l'améliores. l'améliores. OK, parfait. Exact. D'accord. OK. OK. Donc, justement, je vais l'illustrer avec cet Mhm. exemple, tu vas voir. Mhm. Donc, pour la deuxième approche, je lui explique ça, on va aller de manière itérative, c'est-à-dire Mhm. que on va définir un petit cycle court, Mhm. peut-être sur un mois, Oui. pour rapidement sortir quelque chose. OK? Non, on peut même dire 2 semaines. 2 semaines. OK? Oui, 2 semaines. Le plus petit possible pour Oui. sortir quelque chose qui te Oui. permet d'aller sur le marché, le tester rapidement, recueillir Oui. du feedback Oui. et après, on va essayer de l'améliorer. Oui. Mais les améliorations vont venir en phase avec les besoins des utilisateurs. C'est ça. C'est pas toi qui vas rester chez toi puis imaginer tout dans son ensemble puis produire quelque chose que les gens ne voudraient pas forcément. Hmm. Tu vois? Et comment on va procéder? Pour aller de manière directe, je dirais, la première semaine, par exemple, Mhm. on s'assoit ensemble, Oui. on sort une feuille de calcul Excel. D'accord. Très bête. 2 colonnes. Oui. Le titre du livre, la description. OK. Ce fichier Excel, on essaye de sortir un lien de ça. Donc, toi, ta responsabilité en tant que porteur de projet, vas-y, va valider est-ce que c'est un besoin réel que les gens ont. OK. Donc, avec ce petit tableau-là, tu pourrais aller voir, hey, par rapport à ta niche, euh, j'ai un ensemble de livres que j'aimerais mettre en location, des livres en développement personnel. Est-ce Mhm. que tu serais intéressé? Tout ça, voilà actuellement l'ensemble des livres que j'ai et puis Mhm. les petites descriptions qu'il y a autour. D'accord. Parfait. OK. Maintenant, au même moment, je vais essayer de structurer aussi sa vision en lui disant, oui, peut-être qu'il veut ça à l'échelle du Canada. Je vais dire non. On va d'abord partir de ta ville. Encore mieux, de ton petit cercle rapproché, Hmm. de manière à aller tester rapidement. Donc, tu prends un groupe d'amis, tu prends ton fichier Excel, puis Tu tu vas leur les voir. présentes. Hmm. Est-ce qu'ils sont intéressés Hmm. ou pas? Donc, tu sauras rapidement, au moins en une semaine, si c'est quelque chose qui peut avoir de l'engouement ou pas. Oui. OK? Et maintenant, une fois que tu commenceras ça, on pourra voir. S'il y a de l'engouement, tant mieux. On va maintenant chercher les rétroactions rapidement. OK, fine. Pour le moment, ces 2 colonnes, tu leur demandes comment ils trouvent ça. C'est Comment ça. est-ce qu'on pourrait l'améliorer et tout. L'améliorer, oui. Donc, peut-être, il y a des choses qui vont remonter comme, hey, tu vois, quand tu mets le titre du livre, puis la description, ben, j'aurais aimé savoir la dernière fois, j'ai voulu louer ce livre et tout, mais tu m'as dit que ce n'est pas disponible actuellement parce que quelqu'un l'a pris. Yes. Du coup, quand tu me remontes cette information Oui. rapidement, j'imagine une petite solution pour appliquer. Ça va être peut-être de manière très bête une troisième colonne. Mhm. Disponible ou pas, Hmm. D'accord. tu vois? Oui. Et là, on passe deuxième semaine. Ça veut dire que rapidement, en 2 semaines, tu commences déjà par créer ta petite niche. Oui. Tu commences déjà par créer une sorte de relation avec ta clientèle. Oui. Et tout ce que tu apportes comme nouveau est basé sur leurs besoins C'est directement. ça. Oui. 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 Donc, on va faire ça de manière itérative, Donc répétitif répétitive, et répétitive, améliorer à chaque améliorer à répétition. chaque étape, jusqu'à arriver à un niveau où peut-être là, maintenant, on va produire peut-être l'application, Oui. une version encore basique où Oui. on aura peut-être photo, le titre, Oui. un listing, Description. description. Et maintenant, l'utilisateur pourra cliquer sur un élément pour voir les détails, voir si Oui. c'est disponible et Hmm. peut-être avec un petit bouton pour le renvoyer vers un chat en interne. Ou bien même le chat, si ça va prendre du temps, on l'envoie directement dans ton box WhatsApp C'est ça. pour closer là-bas. Oui. Et tranquillement, après, on va venir maintenant. Ça se peut que d'ici 3 mois, ta solution finisse par avoir le jour. Et la solution, c'est quelque chose avec des systèmes de notification, des systèmes où le client, quand il vient, il ne trouve pas son livre, il peut faire une demande, dire, hey, je veux ce livre, mais tu ne l'as pas. Est-ce que ça t'intéresserait de l'ajouter peut-être, tu vois, avec toutes sortes de nouvelles fonctionnalités, mais qui vont remonter de l'utilisateur. Et en plus d'avoir déjà une petite niche qui répond, qui sait que ça existe, Exact. qui te donne des feedbacks au fur et à mesure. Exactement. Exactement. Ce qui fait que moi, au niveau de comment on fonctionne, je pourrais te dire, par exemple, au niveau, parce qu'il faut être payé quand même, Ben je oui. pourrais te dire peut-être, bon, au lieu de me donner 20 000 $ d'un coup, regarde, pour chaque valeur que je t'apporte, ben, tu me donnes peut-être 200, 300 $ de manière incrémentale. Ce qui fait que si, peut-on,
admettons qu'à partir de 1 mois de démarrage, on se rend compte que la niche n'est pas là, la solution n'est pas adaptée, machin, on arrête là, on coupe les frais, puis tu auras perdu peut-être 1 000 $. 1000 $, puis ouais, au lieu de 20 000 $. Merci. Wow. Magnifique. Magnifique. C'est bon, ça. Je pense qu'on va commencer à être en projet agile pour le podcast. Mais je pense que c'est déjà ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait. C'est hein. ce qu'on a C'est fait. ce qu'on a fait. Oui. Puis nous voilà, ce n'est même pas encore prêt, Ce mais n'est pas encore prêt, mais de c'est le- manière itérative, on améliore à chaque fois. Exactement. Puis, yeah, Roland, le Scrum Master. Ça, c'est intéressant. Mais moi, j'avais une dernière question. Vas-y. Tu sais, on a commencé à parler de ça, on a développé le projet, comment le faire, puis c'est très intéressant. Je pense que ça peut s'appliquer à n'importe quel aspect. Exact. Est-ce que tu penses qu'il y a des bonnes pratiques qui peuvent s'appliquer dans le quotidien de nos auditeurs, par exemple? Oui, bien sûr. Et c'est la beauté de la chose que moi j'ai le plus aimé. Hmm. OK? C'est qu'en agilité, il y a plein de petites astuces, de petites manières, des façons de faire Mhm. que tu peux même appliquer dans ta propre vie. OK? Je vais partir sur quelques exemples clés là. Il y a par exemple la, la rétro, quand je dis avoir une boucle de rétroaction. OK? Donc, ça veut dire que peu importe ce que tu fais dans la vie, tu peux l'améliorer. Mhm. OK? Le meilleur moyen d'améliorer quelque chose, c'est justement de pouvoir se poser les bonnes questions, OK? De pouvoir ressortir les bonnes informations pour l'améliorer en tant que tel. Mhm. Donc, je donne un exemple concret, hein, OK? Mettons par exemple, au niveau de ton couple, Oui. vous décidez de peut-être améliorer votre quotidien parce que vous décelez un certain genre de choses qui ne matchent pas. Vous Oui. vous chamaillez tout le temps ou bien vous Oui. n'arrivez pas. Vous vous posez tranquillement, vous posez les bases et vous vous donnez une première période pour essayer ce que vous aurez mis en place. Hmm. Tu vois? OK. Vous pouvez vous donner, hey, OK, on se rend compte que de temps en temps, ben, pour des petits trucs, on a des problèmes de communication, tu sais, tu laves pas les assiettes, ou bien tu fais pas Ouais. ça, machin, tout ça, tout ça, tout ça. Chacun Ouais. vide son sac. C'est ça. Et après, maintenant, on sort les actions. On se dit, à partir de maintenant, tu sais, tu vas essayer de laver les assiettes plus souvent. L'autre Oui. va dire, ah, ben, tu vas peut-être essayer de t'impliquer un peu plus au niveau des enfants. Tu vas OK. peut-être essayer de faire ça un peu plus. Puis vous dire, on va l'essayer pendant 1 semaine. Oui. Vous essayez ça. Et après la semaine finie, vous vous asseyez et vous mettez en place la rétrospective. C'est-à-dire? C'est-à-dire, vous faites une sorte de briefing et retour dans le passé, voir, hey, la première semaine, on avait défini de faire ça, 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 mettre en place ça, ça. Comment ça s'est passé? Est-ce que chacun a respecté? Si oui, fine. Sinon, pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment on peut améliorer ce processus-là? Hmm. Donc, et là, on rebrasse les façons de faire, on redéfinit les règles, on réessaie encore 1 semaine. Donc ça, déjà, avec la boucle de rétroaction, Mhm. c'est quelque chose qu'on peut mettre en place, que ce soit dans ta vie, sur n'importe quel projet et tout ça, pour justement aller se questionner et s'améliorer. OK. Ça, c'est une chose. Une autre chose aussi, c'est quelque chose qu'on utilise souvent. Ben, bien sûr, on est maintenant en 2026. Mais oui. Tout le monde a des objectifs de, oui, cette année, Je veux voyager. je veux voyager, je veux perdre du poids. Je veux perdre du Je poids. veux mieux gérer mon truc. Donc, chacun se met des objectifs. Sauf que en mettant ces objectifs, tu ne te mets pas en place certains moyens pour y arriver. D'accord. Déjà, tes objectifs, elles ne sont pas bien structurés. Mhm. Parce qu'il y a une règle aussi, justement, pour valider qu'un objectif Oui. est vraiment bien monté comme il faut. Oui. Il y a une structure qui s'appelle, par exemple, SMART. Oui. OK? Oui. Il y a, par exemple, s'assurer que tes objectifs sont SMART. Oui. SMART, ça veut dire spécifique. Oui. Ton objectif est spécifique, compréhensible, clair. Est-ce que c'est mesurable? Est-ce que Mesurable. à travers le temps, tu peux avoir une idée de est-ce que tu arrives à progresser ou pas? Mhm. OK? Après le M, Oui. il y a le A qui est atteignable.
Oui. OK, qui vient souvent aussi avec le R qui est réaliste, atteignable et réaliste. Tu ne vas pas te mettre des objectifs fous là. OK, bon, comme objectif cette année, ben, je veux m'envoyer en l'air, aller au ciel. Oui, C'est pas, tu peux te le faire, mais c'est pas clair. c'est pas clair, c'est pas C'est pas spécifique. spécifique. Puis, côté atteignable, bon, tu veux aller sur la ligne, mais honnêtement, tu n'es pas astronaute, tu n'es pas... Ça peut arriver, mais Oui. les chances sont très minces. Oui. OK. Est-ce que c'est réaliste? Il faut voir ça aussi. Est-ce que c'est vraiment réaliste ou pas? Mettons quelqu'un qui pèse 100 kilos, qui veut perdre du poids et qui dit, je vais finir l'année avec un poids de 30 kilos. Hey, c'est pas réaliste là. OK? Donc, il faut essayer de se donner des objectifs atteignables et réalistes. Maintenant, il y a le T. Le T, c'est qu'il faut que ça soit time-boxé. Il faut que ça ait une date, une limite. OK? Un point d'arrivée où tu peux justement voir est-ce que tes objectifs sont atteints ou pas. OK? On va prendre un exemple très simple, Oui. qui est un exemple que je suppose la plupart des gens ont pris cette année. Je veux pouvoir perdre du poids cette année. Juste comme ça. Oui. OK. Oui, bien sûr, c'est un objectif, mais est-ce qu'il est smart? Non. Non, parce que c'est trop vague. C'est trop vague. OK. Tu vois? Non, parce que tu ne peux pas mesurer. OK? Donc, comment on redéfinirait ça, par exemple, on pourrait dire, cette année, je veux que le 1er juin 2026, je veux avoir un poids de 80 kilos. Actuellement, j'ai 100 kilos. Je veux pouvoir avoir ce poids-là avec des tablettes de chocolat parce que je me vois à la plage en train de jouer au beau bonhomme, OK, Oui. sexy, Sexy. pour aller chercher les chiquitas. Tu vois? Donc, tu rentres encore beaucoup plus dans de la spécificité. Oui. OK. Oui. Donc, le fait de timeboxer ça, ça veut dire qu'il y a une date de fin, d'échéance. Oui. Le fait de mettre peut-être un chiffre de 80, ça veut dire que à travers le temps, tu pourras Tu peux voir le est-ce que tu mesurer. approches ou tu n'approches pas. Mhm. OK? Mhm. Le fait que, oui, 80 sur 100, c'est quand même un peu... Bon, mais c'est faisable, c'est C'est atteignable. atteignable. Oui. Tu vois? Oui, oui, Donc oui. maintenant, ça, l'objectif, elle est maintenant SMART. OK. OK. Qui est une deuxième chose que j'ai appris de l'agilité qu'on peut Oui. utiliser, Que le monde peut que utiliser. le monde peut utiliser. Un dernier, ça s'appelle le tableau Kanban. Kanban, ça vient du japonais, ça veut dire juste dire un tableau visuel en quelque sorte. OK. Kanban. Kanban. Ce tableau-là, ça vient compléter un peu le tout. Si Mhm. je prends toujours l'exemple de quelqu'un qui veut perdre du poids, Oui. tu veux, pour cet objectif-là, tu peux définir certaines choses que tu veux mettre en place. OK. Je veux pouvoir aller à la salle de sport 3 fois par semaine. Oui. Je veux pouvoir manger naturellement. Je Oui. veux pouvoir... Enfin, donc, tu peux définir ce tableau-là qui commence souvent par 3 colonnes. Les travaux, tout ce qu'il y a à faire, tout ce qui est en cours et tout ce qui est terminé. OK. OK? Donc, si on prend ta boucle de rétroaction de 1 semaine, Oui. parce que ton objectif, tu dois pouvoir mettre des boucles de rétroaction pour voir justement Comment tu évolues? comment tu évolues. Donc, sur 1 semaine, tu veux pouvoir manger un plat santé cette semaine, tu veux aller au gym 3 fois, tu mets les tickets et tout ça. Donc, même ça aussi, tu peux découper encore les tickets en disant, hey, mais 3 fois là, première fois, deuxième fois, troisième fois. Donc, tu peux maintenant dire, OK, première fois, tu te déplaces. Tu fais, ah, je veux pouvoir aller au gym peut-être aujourd'hui. Tu te déplaces, c'est en cours. En fin de journée, tu peux savoir est-ce que tu l'as fait ou pas. Et tu déplaces les trucs indirectement. Maintenant, à partir de la fin de semaine, maintenant, tu peux voir tout ce que tu as initialement défini. Est-ce qu'ils se sont retrouvés terminés? Visuellement, tu les Visuellement. vois comment ils ont évolué. Exactement. Et là, tu as quelque chose de clair qui te montre ta progression, comment tu avances tranquillement. Et c'est quoi les choses qui stagnent. Mettons par exemple à la fin de la semaine, tu te rends compte que ta colonne en cours, tout s'est ramassé là et que tu n'as rien bougé. Mais tu vas commencer par te poser des questions. Pourquoi? C'est là que tu vas commencer maintenant par t'améliorer, améliorer les process que tu as mis en place Ouais. pour revoir tes façons de faire, pour mieux progresser. Donc voilà. Nice. Moi, j'ai une autre question. Vas-y. Est-ce que tu penses qu'un Scrum Master
pourrait offrir ses services pour être un coach de vie? Oui, OK. oui, oui, parce que je dirais que avec toutes ces notions-là, c'est des Mhm. choses qui s'appliquent à la vie. OK? Hmm. Et comme je le dis aussi, par exemple, tu vas voir que c'est des accompagnements que j'offre déjà, bon, pour... Ça, c'est juste pour un groupe restreint, là, parce que Mhm. justement, je suis en train de tester le processus. J'ai déjà accompagné un étudiant pendant son parcours Mhm. universitaire avec ce modèle-là jusqu'à Mhm. la fin, puis ça a très bien fini. Mhm. OK? Et actuellement, j'accompagne une personne aussi dans son objectif annuel. Magnifique. Tu vois? Donc, ce qu'on a fait, c'est que, ben, au début d'année, on a sorti une sorte de roadmap. C'est quoi ton objectif à la fin de l'année? Mhm. Comment tu te vois? Puis il décrit le tout. Après, on a essayé de subdiviser le tout. On a Oui, essayé de mettre des petits jalons, oui. mettre une boucle de rétroaction, des trucs et tout ça. Puis à chaque semaine, on suit ce processus-là. Magnifique. OK. Pour l'instant, tu as dit c'est un petit groupe restreint. Il y a une liste d'attente? Ben, oui, il y a pas de liste d'attente là, Je mais sais, vu je que sais. c'est un modèle que Oui. justement je suis en train de mettre en place, Mhm. la liste est ouverte. S'il y a une personne qui est intéressée, la personne peut embarquer. Par contre, Par contre, il faut que la personne sache que c'est une méthodologie qui est en cours de mise en oui, place. c'est ça. Ce qui fait que on va utiliser l'empirisme. L'empirisme. L'empirisme de l'agilité qui veut dire Oui, tu essayes quelque chose oui, et dépendamment de ce que tu as appris, oui. tu apportes une solution, tu adaptes et tu prends des décisions. Ce qu'on aura fait, il ne faut pas que la personne s'attende à ce que Tu fasses tout. je fasse tout, Non. non seulement ça, et que ça marche d'un coup, boum, comme Non. ça. Mhm. Mais au moins, la personne va rentrer dans le processus et ensemble, on va l'établir Établir, oui. pour Puis en même temps, justement... elle va acquérir des compétences, des connaissances. Exactement. Magnifique. Sinon, un dernier mot à nos auditeurs que tu pourrais partager avec eux. Ben, un dernier mot, moi je dirais, je vous souhaite un peu plus d'agilité dans vos vies, un état d'esprit agile, une philosophie agile pour mieux réussir vos différents projets et justement atteindre vos objectifs. Et si jamais vous avez besoin d'aide ou pour quoi que ce soit, si je peux apporter de la valeur dans les choses que vous faites, approchez-moi, puis on va pouvoir regarder ça ensemble. Magnifique. Donc, à tous les réseauteurs, en tout cas, il y a de la qualité qui a été débutée. Moi, je suis sur la liste d'attente, donc je vais travailler avec Roland. Puis, je suis sûr que on va s'en sortir. Franchement, j'ai aimé ce qu'on a appris, ce qu'on a partagé là. Puis, on vous dit merci et au prochain épisode. Merci au prochain épisode. Ciao. Ciao, ciao.